Je suis un entrepreneur de 33 ans qui a une vision peut-être un peu alternative. Et mon entrée dans la vie active s'est faite avec la plateforme d'aide aux réfugiés. Je me suis retrouvé entre septembre et décembre coordinateur à la plateforme citoyenne d'aide aux réfugiés. Donc en fait, mon grand-père a commencé en 48 à Lezon-Hainaut. Mon père a repris un peu ses activités en 85. Je crois que la vision de mon père était quand même de sortir un peu de Lezon-Hainaut et de prendre une place, pas spécialement la plus grosse, mais d'experts et de courtiers reconnus sur le marché. Depuis 10 ans, chaque année, on reverse environ 50 000 € pour toute une série de projets. Il fallait redistribuer à une association qui est partenaire de DAP Solidarity. Donc on a créé une plateforme où on présente le travail de l'association et dès que le client paye sa prime, donc chaque année, il reçoit ces 10% de cashback et il peut le redistribuer aux associations présentes aujourd'hui sur la plateforme. Le monde de l'assurance est en mouvement. Je suis Jean Marot, avocat, entrepreneur et fondateur de Codelot, une agence spécialisée dans la transformation digitale des métiers du droit et de l'assurance. Dans La Franchise en Prime, je vous propose de rencontrer ceux qui ont choisi d'être acteurs de ces changements. Ils sont courtiers, fondateurs de start-up ou représentants de compagnies et ils ont tous un point commun. Des idées, une vision, ils ont cassé les codes. Avec vous, je veux prendre le temps de découvrir leur parcours, leurs innovations et les clés de leur succès. Des entretiens passionnants et c'est promis, avec La Franchise en Prime. Bonjour Christophe, je suis vraiment super content de te recevoir dans cet épisode de La Franchise en Prime, d'autant que tu m'as fait la gentillesse de faire le déplacement jusqu'à Oui, puisqu'on est ici dans le studio d'enregistrement de mon agence digitale, Codelot. Heureusement, tu viens de Bruxelles et pas de Lezon-Hainaut aujourd'hui. Ça réduit un peu le trajet. Mais franchement, merci beaucoup. Je suis super content vraiment de te recevoir. Tu sais que dans ce podcast, j'ai l'intention de recevoir des acteurs du monde de l'assurance qui sont innovants, qui ont créé quelque chose, avec sans doute un focus beaucoup sur la transformation digitale, puisque c'est ma passion et en partie mon métier. Mais au niveau de casser les codes, je pense que c'est pas mal. T'as un profil atypique, je disais, parce que c'est peut-être une autre façon d'innover avec un axe plus social, avec une priorité sans doute RSE qui fait un peu ta particularité et celle du groupe DAP. Donc voilà, merci beaucoup d'être là et je vais te donner un peu la parole aujourd'hui, évidemment, c'est le principe. Et je vais commencer par tout simplement te demander de te présenter. Donc dis-moi un peu, qui es-tu, Christophe de Gauquier? Bonjour Jean, merci déjà de m'accueillir dans ce studio et pour cette belle opportunité. Je suis un entrepreneur de 33 ans qui a une vision peut-être un peu alternative par rapport à mes anciens camarades de Solvay, où faire de l'argent et monter les échelons d'une entreprise, c'est pas mon but premier dans la vie. Mais par contre, donner l'opportunité à tous ceux qui ont des idées de vouloir les réaliser, les mettre en place et de pouvoir répondre à certains besoins du marché, avec toujours cette vision plus sociale, RSE, ODD, enfin tout ce que des sujets qui sont un peu au goût du jour aujourd'hui. Et je me suis passionné de tout ça. ODD, Objectifs de développement durable, juste? C'est ça. Ok. Donc, de temps en temps, je t'interromps, m'en veux pas. S'il faut traduire des acronymes ou autres, j'interromps. Des jargons, à force de baigner dedans, ça devient commun pour nous. Mais c'est vrai que voilà, moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai fait pas mal de choses depuis que j'ai fini mes études et ici, dans la société familiale, donc de courtier en assurance, j'ai la chance d'hériter quelque part d'une situation où mon grand-père avait déjà commencé DAP, donc de Gauquier Partners, en tant que courtier en assurance à Lezon-Hainaut. Et puis mon père a repris de ses activités et maintenant ça fait 6 ans que je travaille dans le groupe où on est 90 collaborateurs et on a 12 bureaux en Wallonie, à Bruxelles. Et voilà, on essaie de répondre à tous les challenges du métier en innovant un petit peu du côté digital et RSE, en défendant des valeurs et une vision un peu alternative.
Oui, on va avoir l'occasion d'en parler parce qu'on a un beau menu. Hein. Je vais, à mon avis, d'abord un peu creuser le début de ton parcours là, parce que t'as été très vite pour me parler de Solvay, de l'histoire de DAP ou DAP finalement. On dit les deux. On dit les deux. Ouais, bon, ça va. Alors, je sais que j'ai la carte Joker, je peux utiliser les deux. Non, il y a pas mal de choses dont je veux te parler, des challenges que tu rencontres, hein, parce que le management de 90 personnes et de plusieurs agences, c'est sans doute évidemment un sacré taf au quotidien. Il y a ton projet du moment d'Absolidarity, évidemment, on va faire un gros focus là-dessus. Je sais que tu es aussi impliqué dans un groupement Be Stronger. Enfin, on a beaucoup de thématiques à aborder, mais j'ai quand même envie du coup de savoir un petit peu comment ça s'est passé pour toi, puisque bon, je crois comprendre que en quelque sorte tu es tombé dans la marmite. Puisque ton grand-père avait fondé l'agence, reprise ensuite par ton papa. Ça se passe comment, toi, en fin d'études secondaires, quand on commence à se poser la question, donc, qu'est-ce que je vais faire? Tu parles de Solvay tout en parlant déjà de fibres sociales, etc. Il y a quoi dans ta tête à cette époque? À cette époque, il y a une grande envie d'évasion et de découvrir le monde et d'aventure et de ne surtout pas faire comme papa. Donc, je me souviens, pour mes 18 ans, mon grand-père avait fait un discours en disant qu'il reconnaissait déjà en moi la 3e génération qui allait reprendre le flambeau. Là. Et t'étais dans le déni, manifestement. J'ai pas osé, interrompre son discours et son rêve quelque part caché peut-être, parce que c'est la seule fois où il l'a exprimé. Mais je m'y reconnaissais pas du tout, quoi. Et donc j'avais qu'une envie, c'était de finir ma réto et bénéficier du plan Marshall pour aller voir un petit peu ce qui se passait à l'étranger, apprendre d'autres langues, découvrir d'autres horizons. Et j'avais même aucune idée des études que je voulais faire. Ah ouais. Voilà. Donc je me projetais pas vraiment. J'étais content de pouvoir prendre un peu mon envol, quitter le foyer familial et donc t'es parti alors? Et donc je suis parti. À ce moment-là, à 18 ans alors? Je suis parti juste après ma réto. J'ai fait 6 mois à Anvers et 6 mois à San Diego. Ok. Et c'est là où j'ai découvert aussi un peu cette passion pour l'aventure et voilà le voyage et ou les rencontres. Et du coup, déjà là, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont inspiré après à faire des études parce que j'avais bien compris que c'était un bon point de départ pour déjà se former dans certains domaines et puis pour créer son réseau et vivre la belle vie. Ouais. Et donc, tu débutes alors au retour de San Diego les études de management à Solvay, je dis pas de bêtises. Ça. Et tu n'as toujours pas entre guillemets fait volte-face et tu te projettes pas encore dans le bureau d'assurance à ce moment-là. Ah non du tout. Et alors je me suis retrouvé même à Solvay malgré moi parce que donc je rentre de San Diego où j'avais doucement rêvé de pouvoir rester faire mes études et quand j'ai vu le prix du Minerval aux États-Unis, mes parents m'ont vite ramené à Bruxelles. Et donc je suis arrivé à l'ULB, je crois 1 semaine avant la rentrée et il fallait que je choisisse. Alors mes parents me poussaient pas spécialement à faire des études, mais ils me disaient voilà, soit tu vas travailler, soit tu fais une formation technique, soit tu peux continuer tes études et on te les paye avec plaisir, mais il faut que tu fasses un choix. Et donc je suis arrivé à l'ULB et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je m'inscrive quelque chose. Et donc j'avais la fibre un peu économique, plus mathématique que littéraire, mais j'hésitais entre Sciences Po et Sciences Éco. Et je suis allé voir les 2 programmes, j'ai rencontré des amis qui avaient fait l'un ou l'autre. Et puis je me suis dit, bon ok, Sciences Éco, ça a l'air d'être plus dans mes branches par rapport à ce que j'avais fait un peu en secondaire. Et donc je suis arrivé à l'inscription et on m'a dit, mais la faculté de Sciences Éco n'existe plus, elle a fusionné avec Solvay, donc vous allez faire Solvay. Bon, j'avais l'image un peu élitiste, ingénieur, je veux pas être ingénieur, moi je veux en apprendre plus sur l'économie et j'aimerais bien devenir entrepreneur, mais pas spécialement ingénieur de gestion. Et puis je me suis retrouvé du coup à Solvay malgré moi. Et je me souviendrai toujours le premier cours où tu rentres dans cet auditoire là où il y a 1000 personnes. Même si je venais de San Diego avec un campus américain, mais le fait d'y être et de te dire que ça y est, c'est ton campus, ta classe, tes études. Ta classe. Grande classe. Voilà. J'y ai pas été souvent finalement, mais c'est vrai que je me suis rendu dans ce premier cours à me dire, mais est-ce que je fais le bon choix, quoi? Où est-ce que je m'embarque? C'est quoi ce choix de vie? Pourquoi faire? Voilà. Je savais pas trop, mais je me suis laissé aller porter. Et puis j'ai vite découvert l'envers du décor du monde universitaire avec les facultés étudiantes,
le baptême, des activités. Voilà. Ça changeait un peu de San Diego, quoi. C'est pas tout à fait pareil. Pas tout à fait pareil, mais on retrouvait un peu le même esprit. Les rencontres, en tout cas. Les rencontres et cet esprit où, voilà, que ce soit pour apprendre les langues ou n'importe quel autre domaine selon les facultés où les étudiants s'étaient inscrits, on vivait tous ensemble et on profitait du fait d'être là et de partager plein d'activités. C'est marrant parce que ça nous fait quand même un petit point commun parce que moi, comme tu sais, je suis avocat de formation et de métier, avocat spécialisé notamment en droit des assurances, ce qui fait un peu le lien avec ce projet, ce dont on parle. Et en fait, comme toi, je voulais tout faire sauf faire comme papa, qui était avocat, évidemment. C'était, oui, je pense que c'était à mon avis un peu comme toi. Moi, je me projette pas là-dedans. J'ai baigné, j'ai vu. Je dis pas que je trouvais pas ça respectable, intéressant, etc. Mais c'était pas mon truc. Et alors, le point commun va plus loin parce que je suis pas parti à l'étranger, mais par contre, je me projetais plus aussi dans de la création de projets, de l'entrepreneuriat, etc. Et j'ai fait une première année d'ingénieur de gestion, mais moi à Louvain-la-Neuve, à l'UCL. Et je sais que j'étais pas assez mature à mon avis, parce que je me suis retrouvé en côte à 18 ans sans être parti moi un an avant pour parcourir le monde. Ça aide. Et j'étais pas focus du tout sur le cursus. J'ai pas vu beaucoup plus les auditoires que toi à mon avis. Mais j'ai fait un petit 14 en droit et je me suis dit bon allez. C'est quoi? C'est le signal. On va quand même faire comme papa. Mais maintenant, la boucle est quand même un peu bouclée parce que finalement, après, l'air de rien, presque 20 ans de barreau, il y a ces nouvelles activités dans le digital, la création de l'agence Codelot, etc. Et le développement du bureau d'avocat lui-même, où je retrouve les aspirations d'entrepreneuriat, de développement, d'innovation, etc. Donc voilà, la boucle est bouclée, mais il y a quelques similitudes. Mais pour la boucler dans l'autre sens, après avoir fait Solvay, j'étais pas tout à fait prêt à quitter le campus et le monde étudiant, et donc j'ai quand même refait un master complémentaire en droit économique. En droit, voilà. Du coup, voilà, je crois que c'est assez complémentaire et j'ai quand même été chercher le côté plus juridique du côté entrepreneur. Mais manifestement, c'était pas spécialement par passion pour le droit, plutôt que pour rester un an plus sur le campus. Enfin bon, finalement, on va dire que pour mes parents, je l'ai vendu comme une passion de me former plus. Et t'as joint l'utile à l'agréable. J'ai joint l'utile à l'agréable. Et puis, j'avais des projets que je voulais pas arrêter. Entre autres, j'avais lancé une association qui fait de la coopération au développement. OK. Sur le campus. Et c'était les tout débuts de l'association qui faisait vraiment le lien entre ULB Coopération, donc qui gère les grands projets de coopération entre l'ULB, la fondation et les pays en voie de développement en majorité, mais aussi plein de programmes de recherche liés à l'université. Et je trouvais que les étudiants étaient très détachés de tout ça et pas spécialement au courant de ce qui se passait. Et or, il y a plein d'étudiants qui s'intéressaient à la coopération au développement. Il y a même un master dédié à ça. Ouais. Et donc, voilà, suite à différentes initiatives, on a décidé, quelques copains, de créer une ASBL dédiée à la coopération au développement à l'ULB et d'organiser des voyages. Oui, j'allais te dire concrètement, c'était ça, c'était. Ouais, donc pendant un an, en fait, les étudiants, peu importe leur background, participaient à la préparation du projet. Et puis on partait au mois de juillet pendant 3 semaines au Sénégal. On avait un partenariat avec une ONG là-bas qui s'appelle Afrique Développement. Mm-hmm. Et donc voilà, pendant toute l'année, on brainstormait ensemble de savoir comment améliorer selon le constat des agents de terrain des aspects liés à l'éducation, aux soins de santé, à l'agriculture. Donc voilà, on a installé une pompe solaire dans un puits pour améliorer le système d'irrigation du village, créer un peu un centre économique autour de l'agriculture de ce village-là, qui est dans une région assez reculée et aride. Et puis donc voilà, tant les ingénieurs que n'importe qui pouvait participer au projet et en fonction de ses capacités et de sa motivation de mettre sa pierre à l'édifice. Et puis il y a une vingtaine d'étudiants qui sont partis. Et voilà, on a commencé comme ça. Et ici, ça fait presque 15 ans. Et chaque année, un nouveau projet se fait. Ah oui. Donc la SBL existe toujours. Et elle est toujours pilotée essentiellement par des étudiants ou du coup, elle est devenue... Non, c'est resté. Ceux de l'époque sont restés et on l'a gardé en maintenant. Non, donc nous, on a au lancement de l'ASBL, on a continué pendant 2-3 ans. Et puis chaque année, un nouveau comité d'étudiants reprenait le flambeau et en partenariat avec l'ULB Coopération et l'ONG au Sénégal, redéfinissait un nouveau projet dans un autre village pour pas créer une dépendance non plus. Et donc voilà, on voit que
l'initiative et l'envie d'entreprendre a permis dans le terreau fertile de l'ULB de rassembler des gens et d'arriver à répondre à un besoin tout en voyageant de manière différente. Je veux bien le croire. En ayant 1 an pour préparer le projet, donc ça permet quand même d'avoir du recul. Ça fait évidemment un lien avec les projets que tu mènes aujourd'hui, mais le financement de tout ça, c'était la recherche du financement, ça dépendait de l'ULB, de la SBL seule, Ben là, très vite, je me suis confronté à la difficulté de l'entrepreneuriat, c'est de trouver les ressources, qu'elles soient humaines ou financières ou matérielles. Et comme partout, on en manque et on a beaucoup d'ambition, mais c'est pas facile de tout rassembler. On avait quand même nos études sur le côté, donc on travaillait pas, on n'avait pas spécialement de moyens, donc on essayait de financer un maximum du projet, même si, par exemple, chacun payait son billet d'avion, il y avait une quote-part personnelle. Mais voilà, payer au moins les frais liés à la gestion du projet sur place, c'était quand même des budgets qui allaient entre 20 et 25 000 euros. Et donc, on organisait toute une série d'activités et on a vendu des tartes et de la sangria. J'allais dire à l'ancienne, quoi. À l'ancienne, tous les événements. Comme les scouts, les écoles, les compagnies. Voilà. Donc, on a récupéré les réseaux guindaille pour y mettre un côté RSE. Ouais, mais c'est génial. Et à chaque fois qu'on vendait de la bière, on distribuait une petite partie. Et puis après, on a fait des événements, des soupers de coopération, des expositions, des conférences. Et on un ou deux sponsors peut-être ou quoi, partenaires. On a cherché dans les réseaux privés et d'app déjà à ce moment-là, même si je n'avais rien à dire, mais mon père et ses associés à l'époque ça leur parlait, j'imagine, ouais. Voilà, ça défendait des valeurs. Et puis après, l'ULB Coopération nous a aidé aussi. Et, donc, mis bout à bout, on est arrivé à boucler les budgets, à prendre notre avion et aller sur place pour la première fois. Et depuis, c'est que le succès est quand même au rendez-vous. D'ailleurs, je suis retourné 5 ans après. On a refait le tour des 5 premiers projets. Et le premier village où on est allé, c'était transformé. Ah, quel bonheur d'avoir ça. Et alors, ils ont pu obtenir des aides de la coopération internationale plus importantes parce qu'il y avait déjà un premier projet, un premier prémisse, une première organisation. Et du coup, c'était plus cohérent de venir enrichir, dans le sens enrichir le projet, quelque chose qui avait déjà débuté et qui était déjà concret. Ouais, c'est top. Ah oui, à nouveau, tout est cohérent quand même finalement chez toi, parce que tu as appris à aller frapper aux portes à l'époque pour ces projets de coopération. Et je crois que tu as dû le refaire un peu plus tard, mais on va garder le sujet d'Absolidarity pour la suite. Mais je pense que tu as dû aller frapper aussi à quelques portes pour faire naître ce projet. Ben oui, dans l'entre-deux, parce que sorti de mes études et de mon master complémentaire, l'association était sur les rails. Je pouvais difficilement retrouver une excuse pour y rester président. Il fallait passer le flambeau et rentrer dans la vie active. Et mon entrée dans la vie active s'est faite avec la plateforme d'aide aux réfugiés. Ok. Donc, ça, c'est après le master complémentaire? Donc, ouais. Okay. Donc en 2015, quand je suis sorti de l'ULB, avec mon deuxième diplôme, du coup, j'étais un peu tétanisé de savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant avec un diplôme de Solvay, un diplôme de droit. On nous avait vendu ça comme le Saint Graal et tout le monde allait venir nous chercher à la sortie de l'UNIF. Et en fait, tu te rends compte que tu es de nouveau face à toi-même. Et DAP, pas de chercher, DAP faisait des clins d'œil, mais je refusais de les voir et je le criais tellement haut et fort que voilà, ils ont laissé le temps se faire. J'imagine ton papa discuter sur le côté. Moi, il va revenir. Il va arriver. Je crois qu'il y a toujours cru un peu, mais il m'a jamais mis la pression en tout cas. Ok, c'est chouette. Non, j'ai pas senti de pression, mais j'avais pas du tout envie d'aller vers ce monde-là, ni même le monde capitaliste au sens large. Voilà, les offres d'emploi qu'on recevait, les chasseurs de tête qui venaient chercher sur LinkedIn. Ouais, j'imagine que je me reconnaissais pas tout à fait dans ces structures-là, les Big Four, les grosses boîtes internationales. Voilà, même si j'avais encore envie de voyager, je voulais plutôt essayer de mettre à profit mes connaissances, mon expérience au monde non marchand, au monde associatif, et de continuer un peu dans la lignée de l'ASBL. Et puis, on parlait beaucoup des migrants qui arrivaient à Bruxelles dans les médias, et on s'est dit, plutôt que d'aider en Afrique, on peut aussi aider ici. Et donc, on a mobilisé tout le réseau. Et c'est qui? C'est la même base que l'ASBL ou... C'est parti de l'ASBL, avec une très bonne amie, avec qui on a monté tout le projet de l'ASBL, d'aide à la coopération. Et on s'est dit, un jour, en regardant les infos, on pourrait quand même aller voir. Et puis, on est allé au parc Maximilien. Et là, on s'est rendu compte, pourtant c'était le tout début, de ce qu'était le parc Maximilien avant qu'il le rase. Mais voilà, il y avait quelques bénévoles, quelques personnes des citoyens qui venaient aider ces migrants qui attendaient devant un fait d'asile.
Et on s'est dit, il faut faire quelque chose. Voilà, on a créé cette ASBL pour défendre un peu ces valeurs de coopération nord-sud, de cohésion, d'humanité. Voilà. Je crois qu'il y a quelque chose à faire là. Et donc, on a profité des réseaux, les newsletters, des cercles étudiants pour dire, voilà, est-ce que ça vous intéresserait de faire un groupe de travail et de voir comment on pourrait, à l'ULB, essayer de prendre part à cette aide aux migrants. Et puis on s'est très vite retrouvé un peu dépassé par les événements parce qu'il y avait 700 bénévoles et on s'est retrouvé à gérer un centre d'urgence au CAL, donc au Cercle d'Action Laïque, qui était sur le campus du Solbosch à l'ULB. Wow. Et donc, en fait, je me suis retrouvé entre septembre et décembre coordinateur à la plateforme citoyenne d'aide aux réfugiés avec ULB with Refugees qu'on avait créé à ce moment-là pour faire le lien un peu entre voilà. Et toi-même, avec quel statut alors, bénévole, ou il y avait, c'était aussi une SBL ou c'était... Il n'y avait pas de statut, c'est une association de fait. Okay. Et il y a quelques personnes motivées qui avaient du temps. Ouais, on se retrousse les manches, on y va. Et si on a bien, avec la SBL, été développer des projets ambitieux à l'étranger, en Afrique ou ailleurs, on peut peut-être quand même s'occuper de ce qui se passe dans notre jardin, ou quasiment. Ouais, et avec un côté un peu révolté de... Voilà, on découvre ce que c'est que le monde post-étudiant, entrer dans la vie active, et puis on voit qu'il y a plein de gens, voilà, que ce soit les politiques, les privés, les institutions, qui, à mes yeux, auraient dû jouer un rôle proactif là-dedans et ne le faisaient pas tout de suite. Et donc, c'est dire, s'il y a un élan citoyen, on va pousser l'élan citoyen pour après trouver écho là où on pourra. Et puis, il y a tout un système de coopération, partenariat public-privé avec les instances politiques et les fédérations ou les grosses ONG comme la Croix-Rouge, Médecins du Monde et autres qui sont, voilà, organisés autour du parc. Et puis, tout ça faisait beaucoup de monde à gérer. Et naturellement, j'ai accepté de prendre de plus en plus de responsabilités jusqu'à un moment où, en fait, moi-même, j'avais plus d'appart puisque je quittais l'ULB. Donc mais j'allais te demander, t'étais au chômage à ce moment-là? J'étais nulle part, no man's land, post-étudiant, pas encore actif, pas en demandeur d'emploi, en recherche, mais j'avais pas le temps concrètement de faire des entretiens et d'embauche. Enfin, je prenais pas le temps parce que je passais mes journées et mes nuits sur le parc Maximilien. Oui, et puis j'ai rien contre eux, mais j'imagine que terminer une journée comme ça, puis envoyer un CV chez McKinsey, c'était peut-être pas spécialement ce que t'avais en tête, quoi. Non, j'imagine. Et donc, ouais, c'était un peu paradoxal, et j'avais quand même encore gardé cette envie de. Quand je suis revenu de San Diego, je m'étais promis de repartir voyager, voilà, de découvrir soit mieux les États-Unis, soit d'autres pays, et donc voilà, ça revenait en toile de fond en me disant qu'est-ce que tu fais là? Ok, c'est très porteur humainement, c'est magnifique, mais à un moment c'est très éreintant. Et puis c'est un peu David contre Goliath. Donc quand ils ont voté Frontex, là je me suis un petit peu révolté. Je me suis dit je peux pas rester ici. Je ne retrouve pas à ma place. C'est pas ce que j'ai envie de défendre. C'est pas la vision que j'ai envie d'avoir d'un étudiant plein d'ambition qui a envie de défendre des projets. Et je demandais même pas spécialement être payé, enfin voilà, j'étais au moins défrayé, mais là, c'est ça, au final, je payais beaucoup de choses. Pour pouvoir vivre, quoi. Et donc, j'ai décidé de vendre ma bagnole et de partir à l'autre bout du monde, voir ce qui s'y passait, pour voir si c'était moins pire que ce qui se passait au parc Maximilien ou à Calais, parce que après le parc Maximilien, on a dû quelque part suivre à Calais, puisqu'ils avaient fermé. Ouais. Et là, je me suis rendu compte de l'ampleur de cette misère sociale et humaine et de la difficulté de la gérer en partenariat public-privé, et c'est la faute à qui, le rôle de qui, de faire quoi, comment est-ce qu'on fait, enfin voilà. Les beaux discours, évidemment. Et la différence entre les discours, et en même temps voir tous ces gens, parce qu'il y avait vraiment plein de gens qui tous les jours prenaient entre 10 minutes et 10 heures de leur journée pour essayer d'aider, d'amener quelque chose, et tout ça manquait de coordination. Et puis j'ai vite compris que j'avais une fibre naturelle pour rassembler les gens et essayer de coordonner des projets pour arriver à un résultat que j'espérais ou que j'estimais être juste. Mais, Et donc tu repars. Et donc je repars. Donc je me dis, voilà, je peux plus supporter ça. Ça faisait déjà 4 mois que j'étais bénévole là et assumé plein de choses que pour moi d'autres gens payés, peu importe où, étaient mieux placés que moi pour le faire. Et puis l'ULB a dit à un moment, c'était provisoire, on va pas le laisser. C'était la salle de réunion du CAL qui était devenue un dortoir. Et donc, eux devaient récupérer leurs locaux aussi. Les étudiants, au mois de novembre, rentraient en blocus. Donc, il y a tout le flux de main-d'œuvre, même s'il n'y avait pas que ça, de bénévoles, voilà, était plus à la biblique que sur le parc. Et donc, là, j'ai décidé de prendre un billet d'avion, un aller simple, et je suis parti.
Où? En Guyane. Et choix réfléchi, un peu une demi-journée, quoi. Bah, j'ai toujours été attiré par l'Amérique latine. C'était quand même pas au point d'arriver à l'aéroport et de prendre le premier vol, mais pas loin, quoi. Quasi, ouais. En fait, après une xème désillusion et une nuit de conflit avec la police, etc., au parc Maximilien et au retour de Calais, je me suis dit, OK, il faut que je fasse quelque chose. Ça faisait des mois que je me disais que je voulais partir, je savais pas où. J'ai regardé les vols et le vol le moins cher, c'était Paris-Cayenne. Ah oui, donc c'est quand même ça, quoi, en gros. Voilà. Un sac à dos, la caricature. Ouais. Un sac trop gros à l'époque, mais un sac. Et voilà, je suis parti. J'ai dit au revoir à mes parents, mes amis. Moi, j'ai fait quelques fêtes de départ, donc j'avais un peu du mal quand même à te quitter. Okay. Et tu sais pour combien de temps tu pars à ce moment-là? Non. Je suis parti un an et demi presque. Et finalement, je voulais faire un tour du monde et j'ai fait le tour de l'Amérique latine. C'est pas mal, hein. Ça vaut un monde en soi, hein, je pense. Moi, j'ai fait que le Brésil, mais j'imagine que quand on fait tout le tour... Ouais, et pareil, je me suis retrouvé malgré moi dans une culture où, alors que j'ai pas de racines, je parlais pas espagnol, voilà, mais je me suis senti très bien. Et après 6 mois en Amérique du Sud, je me suis dit, mais est-ce qu'il faut absolument vouloir aller en Asie, en Australie, retourner en Afrique, enfin voilà. Je me suis dit, ben non, t'es là, maintenant tu parles espagnol, tu commences à être vraiment à l'aise. Et puis il y a tellement de pays et de choses à découvrir là-bas avec ses racines et cette vision hispanique des choses qui est très chaleureuse. Et donc, je me suis vraiment bien retrouvé. Et finalement, ben voilà, jusqu'au dernier euro, j'ai usé mes semelles et j'aurais fait 15 pays en tout. Ouais. Et du coup, stop, débrouille, rencontre chez l'habitant. J'imagine que c'était vraiment un jour après l'autre et on se projette pas trop loin. Et... Ouais, j'avais pas d'objectif en soi. Voilà, je cherchais pas spécialement à trouver un boulot ou à m'ancrer un endroit ou à trouver le pays. Je voulais m'expatrier. Je voulais voyager, rencontrer, découvrir. Et donc, au jour le jour, en fonction des rencontres. Alors, j'avais 30 € par jour, donc j'avais un budget qui me permettait pas beaucoup. Oui, donc t'essayais quand même, on retrouve quand même le voyageur Solvay, donc t'avais quand même fait un plan financier de ta période à l'étranger. T'avais quand même divisé ton budget, c'est bien. Pour aller jusqu'au bout, c'est quand même un bon début. Ok, oui, donc tu t'étais vraiment fixé un budget, pas vraiment d'objectif si ce ne sont des rencontres. Et waouh. Et des galères pendant cette période-là, des grosses galères, une en particulier qui te vient à l'esprit, qui t'a peut-être même fait regretter d'être là. Des galères, ben il y en a toujours en voyage, ça fait partie du voyage. Après il y a les galères marrantes ou qui forment et qui avancent, enfin qui aident à avancer. Et puis il y a les galères qui te bloquent un peu, qui te paralysent. Et j'en ai eu une en 1 an et demi. Pourtant je suis quand même passé par pas mal d'endroits. Ah, t'es parti 1 an et demi quand même au final. Ouais. Ah ouais. Mais ouais, je me suis fait agresser en Bolivie au couteau une fois. Ah ouais. Alors rien de physique, mais j'ai perdu tout ce que j'avais de matériel. Et quand tu voyages depuis 1 an, ben, ton sac c'est ton seul ami quelque part. En ce compris les 30 € par jour suivants. Suivant, ouais, le peu de cash que j'avais sur moi. En gros, ils m'ont laissé mon passeport et ma carte Visa. Okay. Donc voilà, j'étais pas non plus bloqué, puisqu'avec ça, tu sais plus ou moins repartir. Mais par contre, ouais, toutes mes photos... Quand t'as pas grand-chose, c'est quand même pas cool. Ouais. C'est quand même pas cool. Ouais, tu t'accroches au peu que t'as. Ouais. Et puis surtout, en fait, c'est le côté où, pendant 1 an, il m'est vraiment rien arrivé voilà, le grave, bon, parfois des altercations un peu bizarres avec certaines personnes, mais pas agressives. Au contraire, les gens avaient fait preuve d'énormément d'ouverture, de générosité. J'ai fait beaucoup de couchsurfing, j'ai fait un peu de roofing, les gens sont hyper accueillants et si tu parles un peu espagnol, ben, tu peux vraiment rentrer dans l'intimité des locaux. Et j'avais eu beaucoup de bonnes surprises malgré des endroits où voilà, c'était pas toujours T'as gardé un peu de contact avec certaines personnes en particulier? Sur les réseaux, on continue à suivre parce que j'ai rencontré là-bas des gens qui essaient aussi de mener des projets dans leur village, dans leur localité, voilà, par rapport à leurs études, leur formation, et se dire que voilà, eux aussi voulaient évoluer et peut-être se donner la chance un jour de voyager en Europe. Je crois que c'est plus facile pour un Européen de voyager là-bas que l'inverse, mais il y en a qui arrivent et j'en ai après hébergé à Bruxelles quelques-uns qui sont quand même venus voyager chez nous. Mais donc oui, des très belles rencontres, parfois éphémères, mais certaines qui ont duré dans le temps. Ouais. Bon, Christophe, il y a quand même bien un jour où tu arrives chez DAP, chez DAP. Je suppose qu'on va finir par y arriver, parce que là, on vient quand même de faire 2015-2016, je crois.
On a fait 2016-2017 même. À moins que tout ça ne soit qu'un fait et qu'en fait tu travailles pas chez DAP. C'est quoi cette histoire? Il y a certaines personnes qui se demandent quand ils voient mon fil d'actualité et le temps que je passe à l'étranger. Ce qui veut pas dire que je suis tout le temps en vacances. Ça veut dire que surtout à notre époque. Hein. Voilà, j'ai poussé le modèle nomade working à ses limites. Mais oui, donc je suis arrivé chez DAP en 2018. Pas tout à fait dans la foulée alors. Donc t'as une autre expérience avant. Ouais, en rentrant en Amérique latine, j'ai toujours été curieux et intéressé par le monde culturel et artistique. Okay. Alors, je suis pas un artiste, je suis pas un musicien, je suis pas spécialement de talent à ce niveau-là. Mais j'ai toujours admiré justement ces artistes, ces musiciens, ces acteurs, ces danseurs. Et donc j'avais envie de travailler dans le secteur culturel et faire vivre la culture parce que moi, elle m'a fait vivre. Enfin, mes parents m'ont souvent emmené au théâtre, voir des spectacles. Voilà, l'art du vivant, je trouve ça quelque chose de très portant qui peut faire passer beaucoup de messages de manière un peu détournée et qui, voilà, chacun l'interprète à sa manière. C'est pas un discours tranché. Et donc voilà, je voulais défendre un peu l'intérêt culturel et pousser les gens à s'y intéresser et donc à le promotionner. Et donc là, déjà le côté un peu marketing vendeur de comment vendre les arts de la scène en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et il y avait un projet qui s'appelle Scénar, qui malheureusement n'a pas pu se faire pour des décisions politiques et des changements de budget. De budget, bah oui, classique. Mais il y avait toute une équipe qui avait été engagée, une plateforme qui avait été développée, toute une recherche sur comment promotionner les arts de la scène en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et à 3 mois du lancement de la plateforme, après 2 ans de boulot, finalement, le partenariat public-privé s'est écroulé parce que le côté public a décidé de ne pas tenir ses promesses. Ah, et concrètement, là, tu avais de nouveau créé une SBL alors? C'est pas moi qui l'ai créé. J'ai repris le rôle de coordinateur de l'ami avec qui j'ai créé la SBL de coopération développement et avec qui on avait été au Parc Maximilien le premier jour. Elle avait lancé ce projet-là avec ma copine de l'époque. Et son papa qui gère un théâtre à Bruxelles. Okay. Et du coup, j'ai repris leur rôle. Et j'ai monté l'équipe et j'ai fait le suivi avec l'équipe IT pour lancer la plateforme et le plan marketing et le business model et voilà. Donc on se rapproche quand même. Hein. On se rapproche quand même tout doucement. Et là c'est marrant parce que on n'avait pas de locaux, on n'avait pas de bureau à ce moment-là. Et donc j'avais loué un bureau dans les bureaux de DAP à Bruxelles. Ok. Donc je travaillais chez DAP mais pas pour DAP. Attends, parce que j'ai vaguement dans les grandes lignes l'histoire de DAP. Donc DAP était déjà devenu un groupe alors à ce moment-là. Il y avait, on n'était plus, et ça permettra peut-être de faire la transition. On n'était plus dans l'agence de Lezan Hainaut, mais dans un petit groupe peut-être à l'époque ou déjà moyen, avec quelques agences qui avaient rejoint le groupe, c'est ça? C'est ça. Donc en fait, mon grand-père a commencé en 48 à Lezan Hainaut. Mon père a repris un peu ses activités en 85. Je pense. Et je regarde mon copion, si tu veux. C'est moi qui vais te confirmer. J'ai 85 sous les yeux. Voilà, c'est ça, c'est juste. Et de 85 à 2011, voilà, c'était principalement dans le Tournaisie, quelques partenariats avec d'autres courtiers dans la région, mais c'était assez stable. Et puis, à partir de 2011, par contre, il y a commencé à avoir des créations d'agences, des rachats de portefeuilles et des nouveaux actionnaires, employés. Et donc, on est passé de 7 à 90 personnes en 10 ans. Et donc, quand je suis arrivé en 2018, il y avait déjà 4-5 bureaux, dont le bureau de Bruxelles qu'on venait d'acheter à ce moment-là et où, enfin, mon père venait d'acheter à ce moment-là, parce que moi, j'avais rien. C'était pas encore on. Non, c'était pas on. Mais par contre, je suivais ça de loin à être prêt, puisque tous les jours, j'étais dans le même bureau, mais pour bosser pour Scénar. Et il y a un lien avec le fait que l'année d'après, tu entres ou pas spécialement? Ouais, ça a joué, parce que, mine de rien, quand tu travailles même si c'est pas dans la même entreprise, au même endroit que quelqu'un, voilà, tu t'imprègnes. Peut-être que ça a quand même cassé quelques idées préconçues que tu avais, même si le bureau, tu l'as bien connu jeune, parce que si je ne dis pas de bêtises, c'était en partie ou adossé à la maison familiale, l'agence. Alors, on a déménagé plusieurs fois et à un moment, on a vécu au-dessus du bureau de Leuze. Ok. Mais surtout depuis que j'ai 14 ans, comme étudiant, je travaillais à côté. Okay. Et donc, voilà, je suivais un petit peu. C'était pas l'inconnu. Maintenant, à cette période-là, ça te parlait pas autrement que pour aller chercher un peu de sous que dans un job d'étudiant. Voilà. Quoi. Et la première motivation au début n'était pas de rentrer chez DAP pour en faire le projet qu'aujourd'hui j'aimerais réaliser. C'était comme consultant externe. Ah oui, c'est vrai. Parce que je voulais repartir.
Oui, donc il n'était pas question de m'ancrer en Belgique. Ah ouais, de t'engager long terme. Il y avait quand même pas cette appréhension, mais ce frein de se dire non, si je mets les 2 pieds là, c'est fini. J'y suis menotté jusqu'à 65 ans. Psychologiquement, déjà je voulais pas m'ancrer en Belgique tout court parce que j'avais tellement... quand on a voyagé à ce point-là et qu'on est ouvert sur le monde, les cultures, je peux et du coup, j'avais toujours pas fait l'Australie, l'Asie, voilà. Et donc je me suis dit le Canada. Enfin, voilà. Il y avait les working holiday visa qu'on pouvait avoir jusqu'à 30 ans. Okay. Donc je m'étais dit en rentrant à 27 ans, j'ai 3 ans pour faire un peu d'argent et repartir. Donc c'était là. Et t'es pas reparti. Je suis reparti différemment, mais pas sans retour avec moi. Attends, ça je veux absolument te demander. Tu viens de me dire que c'était en 2011 que les premiers, le premier élargissement de l'agence initiale arrive. Qu'est-ce qui se passe en 2011? Une opportunité, un choix, une vision ou... Mon père était avec sa deuxième femme qui était coactionnaire dans l'entreprise. Ils sont séparés et voilà, elle a vendu ses parts et donc il y a eu un changement. Oui, donc là c'est pas du tout une vision long terme définie. C'était pas du tout en 2023 je veux qu'on soit 90 collaborateurs et qu'on devienne un grand groupe qui compte beaucoup dans le paysage du courtage en Wallonie. Mais alors après, c'est quoi se dire, tiens, finalement, c'est bien de grandir un peu, ça nous ouvre des portes, ou c'est de nouveau les 2-3 premières acquisitions ou fusions, des opportunités, pourquoi pas, ou des contacts privilégiés? C'est un mélange des trois. Donc, je crois que le marché, les compagnies d'assurance poussaient quand même, voilà, à grandir un peu, et je crois que c'est comme on le voit depuis ces 10 dernières années, il y a une tendance à la globalisation dans tous les secteurs, tous les secteurs, et c'est plus facile de travailler avec des partenaires et avoir une taille de marché suffisante que pour être concurrentiel par rapport justement aux concurrents émergents, que ce soit dans l'assurance, les compagnies qui font du direct, les banques qui faisaient de plus en plus d'assurance, les courtiers digitaux, les grands groupes internationaux qui prennent des parts de marché en Belgique. Et donc le petit courtier de quartier avait plus de mal. Et donc je crois que naturellement, les courtiers de la région essaient de travailler un peu ensemble. Okay. Et puis après, il y a des courtiers qui remettaient leur portefeuille. Et vu qu'ils collaboraient déjà, il y a des relations qui sont créées. Mais est-ce que tu, évidemment, tu n'étais pas encore vraiment là entre 2011 et 2018, si je ne dis pas de bêtises, mais est-ce que tu penses qu'il y a quand même un moment où, parce que ça m'intéresse sur la vision de l'entrepreneur, est-ce que tu penses qu'il y a eu un moment où ça a été vraiment assumé de se dire, bon, je vais pas caricaturer au point de dire si on veut survivre, mais si on veut bien vivre, bien se développer dans ce monde de l'assurance qui évolue, avec des compagnies qui elles-mêmes évoluent aussi, avec des assurés, des clients qui ont des attentes différentes, des besoins différents. Tout ça générant des coûts. On a parlé de digital, où on va encore le faire, mais est-ce que tu penses qu'il y a un moment où c'est devenu non pas simplement répondre à des petites opportunités, ou saisir plutôt des petites opportunités, mais vraiment une vision? Et du coup, je vais enchaîner. Je te demanderai, c'est quoi ta vision aujourd'hui, du coup? Je ne dois pas dire trop du coup. Je sais que je le dis beaucoup. Je réécouterai pour compter. On verra ce que ça donne. Du coup, je reprends. Voilà, est-ce que c'est resté fort naturel, fort intuitif pendant un moment, mais est-ce qu'il y a eu une période où ça a été une décision d'entreprise finalement de croître, de grandir, tant territorialement que au niveau du nombre de collaborateurs, et du coup, si tu sais, je l'ai dit encore, si tu sais me donner un peu ta vision pour l'avenir, ça m'intéresse vraiment fort. Je crois que la vision de mon père était quand même de sortir un peu de Lausanne Hainaut et de prendre une place, pas spécialement la plus grosse, mais d'experts et de courtiers reconnus sur le marché. Et donc, voilà, Lausanne Hainaut, ça parle à personne. C'est pas, même si on rigole parfois en disant que c'est Los Angeles et qu'un jour, qui sait, la Californie deviendra le hub des startups et des insurtech. Mais on n'y est pas encore. La Silicon Valley de Lausanne Hainaut. Voilà. Et donc, je crois que, voilà, l'intérêt d'avoir un bureau à Bruxelles, par exemple, en Belgique, c'est quand même important. Et oui,
c'est facile quelque part. Enfin, facile. C'est quand Bruxelles dans l'histoire, plus ou moins? C'est au début quand même. 2015. Enfin, 2016, au début du développement. Ouais. Et ça, c'est game changer déjà un peu. Ouais. Enfin, je suppose. Rien que pour les compagnies, c'est de dire, c'est plus uniquement un courtier wallon, c'est Wallonie-Bruxelles. Et donc, par exemple, les inspecteurs qui gèrent le business avec nous pour les différentes compagnies, bah, il y a deux areas différentes. Il y en a un à Bruxelles, un à Wallonie. Donc, il y a déjà deux interlocuteurs. Okay. Ouais, et les opportunités, à partir du moment où c'est des cliquets qui s'enclenchent, à partir du moment où on n'est plus à faire notre boulot comme on l'avait l'habitude de toujours le faire, mais qu'on a l'ambition d'aller chercher plus de clients, de grandir, d'engager, d'entretenir des partenariats avec d'autres associés qui ont d'autres idées, qui ont d'autres réseaux, et ben voilà, ça s'enclenche comme ça, et puis après c'est très prenant, et donc on a plus d'opportunités que de temps de les réaliser, et donc à un moment il faut se dire ok, on priorise le développement de tel axe ou tel axe, et à partir du moment où ça fonctionne, ben on continue. Et entre 2011 et aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Et donc, sans du tout qu'il y ait la moindre mégalomanie ou autre, l'idée c'est de continuer à être attentif aux opportunités, peut-être venir un peu plus jusqu'ici. Ici, on est à Oui, en province de Liège. On n'a pas encore de bureau, effectivement, en province liégeoise et namuroise, alors qu'on a pas mal de clients ici. Et donc okay. Oui, l'idée est de continuer à mieux les servir, à mieux répondre à toute une série de besoins, et malgré d'autres tendances qu'on peut constater sur le marché, de tout faire à distance ou de globaliser les coûts en centralisant toutes les ressources et le RH dans un seul endroit. Nous, on veut vraiment garder notre ancrage local et la proximité avec les clients. Et chaque bureau a encore un peu sa culture propre, même si on parle de DAP comme un groupe et qu'aujourd'hui, on a harmonisé un peu la culture du groupe. L'image, ben, chaque entité a encore un petit peu son ADN et son ancrage local. Et je crois que c'est important, surtout en Belgique, où on voit que le marché ne réagit pas toujours comme d'autres marchés, voilà, à l'international ou à cette globalisation un peu à outrance. Ouais, on sent qu'en Belgique, bah, rien que déjà le fait de continuer à travailler avec un courtier, il y a beaucoup de pays comme en France où les gens n'ont plus besoin d'intermédiaires, ils vont en direct, au moins cher sur Internet ou même sans regarder au prix, au plus reconnu, voilà, peu importe le critère que le client va chercher, il essaie de bypasser les intermédiaires. Et donc on entend souvent dire, bah, les courtiers en Belgique sont amenés à disparaître. Alors il y a moins de courtiers qu'avant, mais il y a plus de gros courtiers. Et donc, on voit que la part de marché des assurances qui passent via les courtiers est stable, voire augmente un petit peu, mais donc c'est plus de 50% en Belgique, alors que c'est pas le cas dans les pays anglo-saxons, en Allemagne, en France ou en Hollande, et encore moins aux États-Unis, par exemple. Après, on a cette culture quand même, je pense, chez nous. Je crois que le Belge a besoin de travailler avec quelqu'un qui fait confiance, voilà, qu'il connaît, qui défend aussi un peu ses intérêts, ses valeurs, qui connaît. Il y a ce besoin de proximité, malgré qu'on soit un tout petit pays et que tout soit très proche. Le bureau de Mons fonctionne pas comme le bureau de Charleroi et de Tournai. Ça se passe comment la coexistence des agences qui, si je comprends bien, sont quand même 100% intégrés au niveau de la forme juridique. Enfin, le groupe DAP, c'est une société, ouais. Je suppose, qui regroupe tout le monde. Ouais. J'imagine que dans les agences locales, il y a toutes sortes de profils, des plus jeunes, des plus anciens, qui restent peut-être après une opération de fusion ou d'acquisition, qui restent peut-être dans les accompagnent. J'imagine que c'est important, notamment par rapport à ce que tu viens de dire, à la relation client qui est primordiale. Je suppose que un assuré qui a été habitué à avoir son courtier l'accompagner à la moindre expertise ou venir l'accompagner pour remplir un formulaire, voudrait pas qu'il s'en aille du jour au lendemain. Mais du coup, c'est un sacré enjeu de développer une culture d'entreprise sans vouloir tout imposer, parce que c'est impossible, je pense. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Mais il faut quand même harmoniser un certain nombre de choses. Il faut se retrouver dans certaines valeurs communes, dans certaines manières de voir le métier. Alors, toi, on a pris le temps d'en parler. T'as un sacré parcours. A priori, c'est quand même pas le parcours général de tout courtier en assurance en Belgique ou en Wallonie. Et donc, du coup, voilà, comment est-ce que vous, toi, ton papa, les autres membres de l'équipe qui gère peut-être un peu le management, vous faites en sorte d'accorder les violons, quoi, pour qu'il y ait un vivre professionnellement ensemble qui fonctionne. Mais tu parlais de vision, je crois qu'il faut en revenir à cette base-là, c'est-à-dire quelle est la vision de l'entreprise, du groupe,
Quelles sont les valeurs qu'on a envie de défendre? Quelle est la mission du groupe? Répondre aux besoins des clients et assurer leur patrimoine. Ouais, mais on peut le faire de différentes manières. Et on voit que les différents bureaux n'ont pas les mêmes drivers, n'ont pas les mêmes process. Voilà, on vend tous des contrats d'assurance. Et on est courtier indépendant dans toutes les agences, mais voilà, il y a vraiment une culture propre aux anciens. On a racheté un bureau, c'est 5 générations qui sont succédées. Donc on balaye pas une culture d'entreprise de 5 générations dans une localité. À la Louvière, il y a quand même une fierté, un ancrage très local. Moi, je suis arrivé avec ma vision un peu utopiste de dire, voilà, on va faire ça comme ça. Et aujourd'hui, c'est DAP et plus l'ancien nom du bureau. J'ai pas été accueilli de la meilleure des manières non plus, et avec le recul, aujourd'hui, je comprends. Surtout parfois des marques qui ont 50 ou 100 ans, évidemment. Voilà. Et donc, le change management... Tu viens avec tes principes de communication, de marketing, faut pouvoir les entendre, évidemment. C'est ça. Et puis avec des différences de génération. La personne qui vend en fin de carrière et le nouveau directeur qui doit reprendre, n'ont pas spécialement le même regard sur les choses. Et donc, c'est une complémentarité qui est très intéressante, comme entre mon père et moi. Voilà, oui, il a une vision de chef d'entreprise qui n'est pas spécialement la mienne. Il a l'expérience et le passif qui est indispensable pour continuer à évoluer. Mais il y a plein d'enjeux, de questionnements et de regards pour se projeter dans 30 ans. Tu penses que à une autre époque et sur d'autres questions, il a connu un peu ça avec son papa? Et t'en as déjà parlé avec lui? Non, pas trop? Ils sont pas travaillé longtemps ensemble. Okay. Ils ont pas eu cette chance. C'était le début de l'informatique et je crois que mon grand-père refusait d'entendre parler de l'informatique. Oui, mais donc voilà, on en est, on y est sur la confrontation de génération et de... Et donc, voilà, il avait pas les mains libres pour, justement, intégrer sa vision dans l'entreprise qui était toute petite à l'époque. Il y avait 30 personnes. Ouais. Et donc, mon grand-père ne lui a pas vraiment laissé sa place. Et donc, mon père a créé un bureau et puis il a repris le bureau de mon grand-père quand il a arrêté. Mais ils ont pas réussi à s'entendre. D'accord. Et ça, je crois que ça lui a servi aujourd'hui à travailler avec moi. C'est-à-dire de peut-être pas répéter ces erreurs-là et de me laisser intégrer ma vision dans celle du groupe, avec toute la complexité que c'est, de s'aligner. Ouais, peut-être que ça t'aide, même si toi tu l'as pas vécu par définition, mais ça t'aide de connaître cette histoire de choc de génération pour te dire, bon, je peux pas non plus trop, entre guillemets, lui en demander, trop imposer. Je sais pas si t'arrives à te retenir, parce que je pense que t'es quand même un peu fonceur et que t'aimes bien te faire avancer tes projets et tes idées, mais tu peux pas toujours tout faire, tout en même temps, et c'est tout à fait respectable, mais il y a même des profils, là je parle pas de la relation entre ton papa et toi, mais il y a des profils qui ont, et heureusement qu'ils sont là d'ailleurs, une résistance au changement qui est pas la même, et c'est parfois salvateur d'être un peu freiné, parce que bon, moi aussi, tu me connais un peu dans mes projets, dans mon cabinet d'avocat, dans l'agence digitale, j'ai le cerveau qui bouillonne un peu, et c'est vrai que il y a un nouveau projet qui peut sortir tous les jours et on a envie de bousculer l'équipe. Non, on laisse tomber ça, on attaque ça. À un moment donné, il faut quand même pouvoir laisser à chacun le temps de s'épanouir, et c'est la mixité des profils, je pense, qui fait la richesse d'une entreprise, et c'est vrai que tu as l'avantage aujourd'hui d'avoir une très large équipe. Alors j'imagine que tout le monde ne travaille pas toujours en même temps puisqu'il y a des agences locales, mais vous faites, je suppose, en sorte que tout le monde se rencontre un minimum pour cultiver ses valeurs et faire en sorte que tout le monde comprenne la vision, parce qu'une vision, ça doit pouvoir, je pense, être expliqué pour pouvoir se l'approprier derrière. Tout à fait. Mais en fait, je me suis rendu compte que voilà, forcer le changement, et c'est paradoxal parce qu'on a appris plein de choses à Solvay, et c'est une très bonne école, voilà. Mais on n'a pas appris concrètement à être manager. Mm-hmm. On a la théorie, mais dans la pratique, je me souviens pas d'avoir eu un cours sur le change management et sur les frustrations que ça peut engendrer dans une équipe d'arriver avec un nouveau projet. C'est fou parce que nous, je fais une petite parenthèse 2 secondes, là je dis nous, avocats, c'est quelque chose qu'on dit, mais en imaginant, nous qui avons fait le droit, on n'est pas comme les ingénieurs de gestion qui, eux, savent manager, qui ont appris à... En fait, on fait quand même tous, et on pourrait basculer sur le thème de l'éducation et même des études universitaires, mais on fait quand même tous des études théoriques en Belgique, on est d'accord. Ouais. Et c'est quand même qu'avec la pratique qu'on découvre tout ça, les challenges, et le management, c'est quand même un sacré enjeu, justement. Et là, mes expériences passées m'ont aidé, voilà,
de manière théorique, ça ne fonctionne pas en disant, voilà, on va, dans un claquement de doigts, changer les logos, harmoniser toute la culture, le graphisme, les sites internet, les voitures floquées et la culture où tout le monde va du jour au lendemain défendre la même vision, les mêmes valeurs. Oui, c'est ça. Envoyer 40 pages de nos valeurs, nos missions, l'onboarding, ça se passe comme ça. Vous n'avez plus qu'à appliquer. On est d'accord que ça ne le fait pas. Et donc, si pour fédérer des bénévoles, il faut partager la même ambition, le même enjeu, et en partageant des valeurs communes minimales. Sinon, c'est impossible. Ces gens ne sont pas payés, ils prennent du temps là où ils peuvent pour essayer d'aider une cause. Il faut qu'ils se sentent fédérés autour d'une mission commune. Et la meilleure manière de fédérer des gens, c'est d'organiser des team building. Et donc, il y a deux manières. C'est de les intéresser au développement du groupe. Donc, on a ouvert le capital aux employés. Et donc, chacun peut être actionnaire au même titre que la famille Wauquiez, ou que les anciens associés, ou que les directeurs des agences qui ont tous des parts. Et donc, voilà, on fait en sorte que ça soit la boîte de tout le monde. Ça se passe comment, là? Ça m'intéresse. Donc, c'est De Gauquier and Partners. Avant, chaque bureau avait son nom. Et puis, on a dû choisir un nouveau nom, un nouveau logo, etc. Donc, il y a eu tout un travail de recherche de redéfinir la charte graphique, le logo, les valeurs en commun. Donc, on s'est arrêté sur 5 valeurs. La vision, écrire une vision, pouvoir la communiquer sur le site internet, par exemple. Qu'est-ce qu'on met comme mot dans cette vision? La mission, c'est quoi la mission personnelle de vie de chacun des membres de DAP? C'est déjà important à connaître. Donc, on a organisé des coachings, des ateliers. On a fait passer le test Lumina pour un peu apprendre à comprendre qui on est, comment on fonctionne, comment on réagit dans un monde socio-professionnel avec des interactions, du stress. Et donc voilà, aider chacun à apprendre à se connaître et à exprimer sa vision. Pourquoi est-ce qu'il travaille chez DAP? Pourquoi est-ce qu'il travaille dans l'assurance? Qu'est-ce qu'il a envie de défendre comme vision par rapport à son portefeuille de clients qu'il gère ou en tant qu'être humain, tout simplement. C'est voilà, dans la vie privée, on a tous une vision et des valeurs qu'on veut inculquer à des enfants si on en a. Ou voilà, on choisit un partenaire parce qu'on partage certaines choses et certaines visions. Mais c'est la même chose dans une entreprise. Et donc, comment faire pour fédérer 90 personnes? On n'était pas 90 à l'époque quand on a fait l'exercice, mais on était déjà une 50aine, autour de quelques mots, quelque part. Comment on fait une phrase de tout ça? Et donc, c'est à travers, on s'est fait accompagner par des coachs et par des experts à ce niveau-là, mais c'est à travers toute une série de team building qu'on a vraiment réussi aujourd'hui créer cette culture d'entreprise qui est propre à DAP et où, par exemple, chaque année, on invite tous les employés, toutes les agences à se rassembler en Grèce dans un team building où on fait du culturel, du sport, de la guindaille, mais aussi un côté un peu brainstorming. Des ateliers, quoi. On fait des ateliers tous les jours pendant 2 heures où chacun a son mot à dire, mais voilà, on prend des engagements chaque année en Grèce, de choses à améliorer ou à réaliser ou à modifier, parce que voilà, il y a aussi ça leur permet de s'exprimer. Donc il y a des critiques positives et il y a des critiques qui le sont moins. Heureusement qu'il y a des critiques négatives, constructives. Voilà, sinon, c'est ça. Et donc il faut prendre ça en compte et prouver que au plus ils s'expriment, au plus ça avance et au plus on fait avancer les choses ensemble. Parce qu'une critique, si elle est exprimée, mais que derrière, il n'y a rien qui change, les gens ne s'expriment plus, et ils râlent dans leur coin, et puis ça fait on doit avoir la conviction que l'investissement qu'on demande, justement, au niveau du partage, du ressenti, du partage de comment on se sent, de ce qui doit changer, etc., si c'est pas pris en compte, c'est pire, il vaut mieux pas le faire du tout, évidemment, je pense. Et on en revient au bien-être, en fait. C'est quel est le sens dans la vie? Pour moi, c'est d'être heureux. C'est voilà, de se lever le matin motivé, de se coucher le soir en ayant une banane parce qu'on a réalisé des choses dont on est fier, dont on est content, dont on est satisfait. Alors, on vit pas au pays des bisounours et on a tous nos hauts et nos bas, mais c'est d'arriver à dire que les gens qui viennent travailler chez DAP ne viennent pas que parce que c'est un boulot alimentaire. Alors certes, tout le monde a besoin de gagner sa vie, payer son loyer, et pour certains, l'assurance est un moyen, mais c'est pas ça qui les drive au quotidien. Mais le fait de le faire chez DAP leur donne du sens et trouve que parce que justement on les consulte, parce qu'on travaille beaucoup la culture du bien-être dans l'entreprise, parce qu'on a ouvert le capital, parce qu'on leur donne l'opportunité de façonner leur profil de fonction, leur métier, leur évolution au sein du groupe. Je crois que ça aide beaucoup à fédérer 90 personnes aujourd'hui, on verra combien demain, autour de cette vision. Mais surtout, parce que il y a le challenge du recrutement aussi, et
et de la fidélisation aussi de la relation employeur-employé, mais surtout dans un contexte qui a quand même fondamentalement changé, je vais y arriver, avec évidemment le confinement, la période Covid qui a quand même bien bousculé les esprits. Je pense que ça a fait réfléchir pas mal de personnes qui avaient peut-être une vie justement un peu le nez dans le guidon et qui forcés de rester chez eux 2-3 mois se sont dit oui mais après tout pourquoi est-ce que je bosse là-bas, pourquoi est-ce que je bosse tout court, pourquoi est-ce que je pars pas, pourquoi est-ce que et donc je pense qu'aujourd'hui, enfin moi je le ressens fort et dans tous les secteurs je pense que c'est vrai, il y a plus trop de tabous par rapport à l'engagement dans une boîte, dans une fonction, à se dire tout simplement en fait je suis pas du tout attaché, j'ai peut-être un CDI mais ça veut pas du tout dire que je suis pieds et poings liés avec cette boîte, et donc les carrières sont beaucoup plus flexibles, on s'autorise à des changements à 180 degrés, etc. Et donc le challenge pour l'entrepreneur employeur évidemment c'est de recruter. Ça, c'est aussi la marque employeur et la manière dont on peut faire connaître les valeurs dont tu parles pour le groupe DAP, et c'est valable pour d'autres. Chacun ses valeurs, chacun sa vision, mais il faut la faire connaître. Et là, ça touche aux questions de communication et de marketing qui nous passionnent l'un et l'autre. Mais oui, ça implique de gros efforts au quotidien. Pour être certain que on garde bien des personnes qui sont en harmonie avec notre propre vision, et je suppose bien qu'avec 90 personnes qui sont en plus disséminées à plusieurs endroits, c'est un des challenges principaux. Christophe, j'adore tellement parler avec toi que le temps passe et je m'en voudrais. Tu parlais de parler de tes satisfactions, de tes petits bonheurs et de ce qui te rend fier. Je m'en voudrais qu'on ne parle pas assez en profondeur de DAP Solidarity, qui est là, je pense, vraiment ton bébé au sein de la boîte, que je comprends déjà beaucoup mieux après avoir pu entrer un peu en profondeur dans ton parcours. Ça fait vraiment sens. Je pense que autant que ce soit toi qui puisse présenter ton bébé, c'est quoi DAP Solidarity, Christophe? Alors DAP Solidarity, c'est un levier de solidarité à travers le contrat d'assurance. Et donc, c'est-à-dire, une fois de plus, dans la vision d'entrepreneur, c'est bien beau d'avoir refusé de vouloir bosser comme papa dans l'entreprise de papa, même si aujourd'hui c'est avec papa et d'autres et pas pour papa. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce que moi j'ai envie d'y faire pendant 35 ans? Et quelle est ma vision d'entrepreneur? Et c'était par rapport à mes autres expériences et par rapport à ce que je constate sur le monde, et entre autres le monde culturel, associatif. C'est le manque cruel de moyens et de relais qu'il peut y avoir. Et donc, j'ai toujours voulu défendre ce côté humain de casser les codes et de redistribuer les ressources là où elles sont peut-être excédentaires, là où elles manquent, et de lutter un peu contre ces inégalités qui sont de plus en plus marquées et qu'on constate au quotidien. Et donc, c'est de me dire que si on crée de la valeur, nous, au sein de DAP, on peut la redistribuer à ceux qui en ont besoin et ceux qui partagent aussi un peu notre projet sociétal. Et donc, à travers le contrat d'assurance, aujourd'hui, on reverse une partie de la prime que le client paye, que lui peut offrir en don à une association. Et donc, quand on paye très concrètement... Donc, en fait, pour lui, c'est un peu comme chez MediaMarkt, il a un cashback. C'est ça. Il a un cashback d'une partie de sa prime. Ouais. Et il en fait don à une des associations sélectionnées par DAP ou tout autre? Comment est-ce que ça marche? Aujourd'hui, il y a des associations partenaires, parce qu'évidemment, ça demande un travail de marketing, justement, de que fait cette association, pourquoi on l'a choisie, parce que elle est en adéquation avec notre politique RSE, avec les objectifs de développement durable, et elle est cliente d'AP, donc elle nous fait confiance, et on sait qu'il y a une relation mutuelle de proximité. Et elle partage dans son réseau le fait que grâce à DAP aujourd'hui, il y a un contrat d'assurance qui permet à cette association de diversifier un peu ses sources de revenus. Avec l'inflation, l'augmentation des coûts, des charges, des salaires, les enveloppes budgétaires et les subsides de ces associations n'ont pas été indexés. Et donc, je crois que c'est très important aujourd'hui pour le monde associatif de trouver d'autres sources de financement. Et à partir du moment où nous, dans l'assurance, on a cette chance
aujourd'hui d'engranger plus de bénéfices que ce qu'on a de charges, c'est de redistribuer une partie de ces bénéfices. Alors ça, on le faisait déjà à l'échelle du groupe. En fin d'année, on distribuait une partie du bénéfice à des associations, des projets associatifs. Décision du CA, alors, ça? Ouais. OK. Voilà. Depuis 10 ans, chaque année, on reverse environ 50 000 € à toute une série de projets. Mais le client ne le savait pas spécialement. Et puis, c'est une mutualisation de tous les contrats et de tous les clients qui se fait à la marge. Et donc, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on pourrait nous faire en sorte que le client, quand il paye sa prime, s'il n'a pas de sinistre, tant mieux, sa prime va servir à indemniser d'autres clients qui ont eu moins de chance. Mais c'est comment lui peut avoir un levier supplémentaire de solidarité. Et donc, c'est dit, un client qui paye 1 000 € pour son assurance habitation, on va lui en rendre 100. Et ces 100 €, il va les redistribuer à une association qui est partenaire de DAP Solidarity. Donc, on a créé une plateforme où on présente le travail de l'association. Et dès que le client paye sa prime, donc chaque année, il reçoit ces 10% de cashback et il peut le redistribuer aux associations présentes aujourd'hui sur la plateforme. Et l'idée est que demain, d'autres associations se disent, ça m'intéresse. Moi, j'ai 100, 200, 10 000, 100 000 personnes dans mon réseau. Et là-dedans, il y en a certainement qui ont un contrat d'assurance, qui pourraient challenger chez DAP et qui leur permettrait de reverser les 10% annuels qu'ils payent aujourd'hui, peu importe auprès de quel assureur. Si demain, ils le payent à travers l'intermédiaire de DAP, ils ont bénéficié du même service de courtage, c'est pas mieux. Et surtout, ils auront ces 10% de cashback qu'ils vont pouvoir réallouer au projet de leur choix. Oui, c'est sûr que c'est autrement plus concret pour un assuré de se dire, je vais avoir le remboursement d'une partie de ma prime et je vais l'affecter dans le cadre d'un choix délibéré, réfléchi à telle association, peut-être même dont il est membre et qui lui tient vraiment à cœur, que de dire moi je vais contacter le courtier DAP parce que j'ai lu en petit caractère sur son site web qu'ils reversent une petite partie de leurs bénéfices à des associations. C'est sans commune mesure au niveau de l'impact que ça peut avoir. Donc oui, donc c'est top. Et alors c'est que le contrat d'assurance habitation ou c'est toutes les polices? Alors, donc, ça fait 3 ans qu'on brainstorm sur le sujet. Donc, l'effet Covid, je crois, nous a aidé aussi, à prendre le temps de le faire et deux, à réaliser qu'il y avait plein d'ASBL qui savaient pas quelle allait être l'issue de leur raison d'être après le Covid, quoi. Et donc, est-ce qu'il fallait continuer à s'assurer, par exemple? On a eu énormément d'ASBL qui nous ont demandé est-ce que je dois maintenir cette assurance ou pas? Et donc, ça me coûte de l'argent, mais derrière, on est plus actif. Et donc, c'est dire, mais si demain le confinement s'arrête, vous allez reprendre vos activités. Et donc, vous pouvez pas arrêter votre contrat comme ça. Et donc, voilà, nous, on est limité aux contraintes des compagnies. Elles décident qu'il y a toute une série de règles sur le marché qui sont rigides. Nous, on est intermédiaire, on peut pas vraiment changer ces règles. Le prix de l'assurance, c'est pas nous qui le dictons, c'est les compagnies. Et donc, nous, on s'est dit, si on fait un partenariat avec une compagnie sur un produit aujourd'hui qui est de l'assurance habitation, demain, on peut prouver que ça fonctionne, et donc on le fera avec d'autres compagnies sur d'autres branches d'assurance. C'est le POC, le Proof of Concept sur l'assurance habitation. C'est le premier produit qu'on a réussi à lancer, parce qu'il a fallu développer la plateforme, faire le travail de communication, de marketing, les conventions avec les ASBL. Et maintenant, tout ça est réalisé, et donc on a lancé il y a quelques mois le lancement de la plateforme d'App Solidarity. Et maintenant, tous les jours, on essaye de communiquer un peu. Donc là, c'est fonctionnel. Donc, c'est-à-dire que je peux, moi, te soumettre mon contrat d'assurance habitation. Tu vas me proposer un contrat avec de meilleures garanties et peut-être une prime un peu inférieure parce qu'il aurait été bien challengé. Je m'inscris sur la plateforme. À un moment donné, je vais avoir, après avoir payé ma prime, une notif d'un virement bancaire, qu'est-ce qui se passe? Je reçois 10% de la prime sur mon compte non, pas sur mon compte bancaire, puisqu'il doit être sur la plateforme. C'est pas que tu ne veux pas faire confiance aux assurés, mais enfin, si le montant est remboursé, c'est peut-être pas. Mais c'est-à-dire qu'il y a 2 raisons. Il y a l'impact fiscal. Donc, DAP fait le don à l'association. Donc, admettons, il y a 100 clients qui ont reversé les 10% de leur prime entre aujourd'hui le mois de septembre et la fin de l'année. En fin d'année, DAP va faire le virement des 100 dons des clients et il va y avoir une attestation fiscale qui va être attribuée à DAP. Si on comptait sur le fait que chaque client doit faire son don, il y aurait eu d'autant plus d'attestation fiscale et le calcul n'aurait pas permis d'atteindre 10% de la prime. Ça, c'est une première raison. Et 2, effectivement, en termes comptables, c'est beaucoup plus simple de le faire sous forme numérique. Donc, le client, on a la notification qu'il a bien payé sa prime.
On connaît le montant, on calcule 10% et on lui donne... C'est automatisé tout ça? C'est automatisé. Et donc il reçoit un mail en disant félicitations, vous faites partie maintenant du programme d'Absolidarity, vous êtes bien assuré pour votre logement à telle adresse. Quand même, c'est la base. Selon les garanties que vous nous avez exprimées, ou celles qui étaient reprises sur l'ancien contrat. Parce que souvent, les gens signent un contrat d'habitation quand ils emménagent ou quand ils font un crédit. Donc, il suffit juste de challenger ce contrat-là. S'il n'y a pas eu de travaux et de modifications, alors on reprend le contrat, on le challenge, on refait un tour de marché. Et puis, une fois que le client a payé sa prime, de manière numérique, il va reverser sur une plateforme qui retrace tous les dons. Donc, c'est 100% transparent. Okay. Et nous, on n'a pas d'influence là-dessus. C'est vraiment, voilà, c'est automatique. Et 10% de la prime est reversée à telle association. Donc, s'il y a 1000 clients qui ont versé 10 €, il y a 10 000 € de dons à effectuer aux associations. Et donc, il y a, c'est peut-être ton challenge de développement là, de ce beau projet dans les semaines ou mois qui viennent. Il y a un challenge de peut-être convaincre non pas uniquement les assurés, mais des ASBL, des associations de l'intérêt d'Absolidarity, puisque si j'ai bien suivi et si je comprends bien le fonctionnement du projet, une association, quelle qu'elle soit, dans le milieu sportif, caritatif, associatif, peu importe, associatif par définition, mais culturel ou autre, pourrait écrire à tous ses membres en disant on ne vous oblige évidemment à rien, mais sachez que si vous acceptez de challenger votre contrat d'assurance habitation, vous pourriez permettre, sans augmenter le coût de votre assurance habitation, de nous donner l'équivalent de 10% de cette prime. Et quand on sait à quel point c'est compliqué, on en a parlé de tes projets plus jeunes, de récolter des sous quand on est dans une association, les soupers spaghettis, les soupers boudins, les lasagnes, le porte-à-porte ou que sais-je, c'est clair que c'est un moyen presque 100% automatisé, si pas 100% automatisé, de soutenir des ASBL sans surcoût pour quiconque finalement, parce que ces 10%, qui les offre entre guillemets, ils viennent d'où? Alors c'est toi qui donne tout? Tout, non, parce qu'on doit quand même gagner notre vie. Donc si on donne 10% de la prime, nous on n'a plus de commission, on sait plus payer nos frais. Or déjà comme ça, DAP a investi beaucoup de temps et d'argent pour créer la plateforme. On a engagé une nouvelle community manager qui nous aide à faire tout le travail de marketing et de communication, entre autres pour les SBL qui n'ont pas toujours en interne des profils qui ont le temps ou les compétences de faire tout le travail de sensibilisation de leur réseau. Donc, elles communiquent dans leur réseau et nous dans le nôtre, mais on crée vraiment tout un contenu sur les réseaux, par mail, par vidéo, le podcast. Voilà, on prend du temps avec des experts pour ça. Et une fois que le client a été sensibilisé, peu importe par quel canal, il contacte DAP, on challenge son contrat. Donc, lui n'a aucun effort. Il faut juste qu'il retrouve son contrat d'assurance. Ouais, quand même. Normalement, il paye sa prime chaque année, donc il doit avoir une trace de quelque part. Et puis, une fois qu'il nous a envoyé copie du contrat, ou quand on a tarifé, mettons, il déménage, c'est un nouveau logement, il n'a pas encore de contrat, on le tarifie de manière complètement normale, et puis on lui dit, si vous voulez, vous pouvez rentrer dans le programme d'Absolidarity et vous allez bénéficier de ce don, ce cashback de 10%, que vous pouvez pas garder pour vous, mais que vous pouvez redistribuer à une association de votre choix. Waouh! Et l'assuré, il peut choisir sa compagnie ou il choisit DAP uniquement? Alors, l'assuré choisit DAP, qui a négocié avec, pour l'instant, une compagnie partenaire. Mais l'idée, c'est de prouver aux autres compagnies que si ça fonctionne d'un côté, ça peut fonctionner de l'autre, puisque tout le business qui rentre dans le programme d'Absolidarity, c'est du business qui rentre pas ailleurs. Ok. Et donc, ça, c'est le jeu. Et c'est pour ça que c'est important de grandir aussi. C'est qu'aujourd'hui, quand on était tout seul à Lezan Hainaut, les compagnies ne regardaient pas trop. Aujourd'hui, on a 12 agences. On commence tout de suite à exister un minimum. Hein. Et à travers Be Stronger, qui est un groupement de courtiers professionnels, et ensemble, on est 6e national. Là, il y a un volume de primes et donc de business et d'apport de business pour les compagnies d'assurance qui est nettement plus important. Et donc là, évidemment, les négociations sont plus faciles. Et donc, même si on n'obtient pas tout ce qu'on veut, elles ont leurs limites aussi, j'imagine, leurs contraintes. Mais donc aujourd'hui, il y a une compagnie qui a accepté de couper une partie de ses frais en interne pour donner un cashback. C'est qui cette compagnie qui a fait ce beau geste? Aides. C'est une compagnie namuroise qui n'est pas très connue. Voilà, c'est pas comme AXA, Allianz, le marché à l'international. C'est vraiment une compagnie locale, mais qui fait justement
peu plus du tailor-made et qui a cette vision aussi plus poussée au niveau RSE et d'innovation aussi. Voilà. Donc fatalement, ça leur a parlé peut-être plus qu'à ça a d'autres. matché tout de suite. Okay. Et c'est une moins grosse compagnie, donc ils sont plus agiles et en interne c'est plus flexible à ce niveau-là. Et donc eux ont bien accepté de nous suivre et donc sur pour l'instant le produit d'assurance habitation, ils ont dit voilà, nous avant on prenait X, aujourd'hui on prendra X moins autant de 2% de la prime. DAP qui est payé une commission de X sur ce contrat coupe une partie de sa commission. Et puis il y a l'impact fiscal en fin d'année qui nous permet au total de reverser 10%. 10%. Parce que sans ça, le client va aller se dire ouais mais bon si c'est pour reverser des cacahuètes, alors je prends pas la peine de challenger mon contrat. Il fallait avoir quelque chose de substantiel quoi. Mais là on y est. On s'est dit que 10%. Et c'est récurrent chaque année, puisque voilà, on déménage. Oui, s'il y a bien une assurance qu'on garde a priori, c'est celle-là. C'est bien celle-là. Waouh, super projet. Je me réjouis vraiment de suivre ça dans les mois qui viennent. Tu viens de parler de Be Stronger, donc 90 collaborateurs, c'est pas assez encore comme taille critique si j'ai bien compris. Donc Be Stronger, c'est donc pas une société intégrée comme DAP. C'est une association de courtiers, c'est ça? Ouais. Et là, c'est pour des économies d'échelle ou c'est, comme tu le disais, plus pour peser vis-à-vis des compagnies dans le rapport de force? Il y a des deux. Plusieurs projets. C'est déjà de se challenger les uns les autres et donc on se voit une fois par mois et on échange toute une série de sujets et de thèmes qui sont abordés et se dire voilà, nous on est confrontés à telle difficulté. C'est 5 bureaux de courtage, hein, c'est ça? Qui sont indépendants, donc c'est Wallonie, Bruxelles. Ouais, Wallonie, Bruxelles et Flandre. Et Flandre, ok. Donc c'est national. Et chacun a ses forces et ses faiblesses et on met en commun nos forces et de se dire voilà, nous par exemple on fait beaucoup de marchés publics parce qu'il y a toute une série d'associations de fédérations en Belgique qui sont obligées de souscrire un marché public pour leurs assurances, parce que c'est subsidié au-delà d'un certain montant. Et il y en a peu qui le font. Et donc, quand il y a un client qui doit souscrire un marché, c'est embêtant pour ces courtiers-là de dire on n'a pas spécialement les équipes ou les experts en interne pour le faire. Par contre, on travaille dans Be Stronger avec un courtier ami et on vous conseille d'aller vers lui. Voilà, ça c'est un des aspects. Après, on a créé des produits d'assurance qui répondent mieux aux besoins de toute une série de niches. L'ORECA, les copropriétés, les professions libérales, etc. On a amélioré les garanties des contrats d'assurance. Sans être une véritable agence de souscription. On a juste négocié avec les compagnies pour telle prime ou telle augmentation de prime, nous, on va offrir plus de garanties pour être mieux couverts. Il y a des gens qui cherchent le prix. Évidemment, ce qui est moins cher, il y a moins de couverture. Évidemment. Et puis, il y a des gens qui, dans leur profession, disent systématiquement, j'ai des problèmes, je suis pas couvert parce que il y a une exclusion dans mon contrat d'assurance, j'aimerais bien répondre à ce besoin. Souvent, c'est les fédérations qui nous contactent. Et voilà, pour les médecins, pour les architectes, pour le monde associatif, il y a un problème sur le marché, ça ne répond pas aux besoins du secteur. Est-ce que vous pourriez améliorer le contrat qu'on a pour l'instant? Et donc, on a créé des nouveaux packs d'assurance avec différentes compagnies partenaires et ensemble, on les diffuse. Oui, donc là, alors, la plus-value de Be Stronger, c'est d'avoir un portefeuille global sur base des 5 bureaux suffisamment grand que pour qu'une compagnie se lance dans le travail d'affiner ou de modifier un peu un produit. Je veux dire, si tu viens avec l'agence de Leusan et nous seul, tu n'as même pas de réponse à ton mail. Le groupe DAP, déjà plus audible, mais peut-être pas encore suffisant. Mais par contre, avec le volume de l'association Be Stronger, là, c'est le plus important et ça permet de négocier des meilleures conditions ou en cas de problème, quand il y a un très gros sinistre, voilà, de mieux collaborer avec les compagnies d'assurance en sachant que derrière, il y a du poids et il y a l'association Be Stronger qui va défendre l'intérêt des 5 courtiers. Et donc, clairement, ça ne dépend pas d'une personnalité en particulier, etc. C'est le fait de pouvoir dire je parle au nom de l'ensemble des bureaux et du groupement. Un rapport de force, quoi. Oui, on retrouve aussi le côté un peu coopératif où on met en commun toute une série de choses, même si c'est une ASBL, c'est une association de fait, on est ensemble, il y a pas de chiffre d'affaires commun, c'est vraiment juste... Oui, c'est ça, ouais. On prend du temps pour, entre autres, aussi rencontrer des consultants, des InsurTech, il y a plein de gens qui vendent toute une série de services, des programmes informatiques, etc.
plutôt que de les voir chacun de notre côté et de négocier nos conditions, c'est plus facile de les voir ensemble, de les challenger et de dire, voilà, nous... Mais au final, chacun va souscrire son contrat, sauf qu'il ou pas. Mais il n'y a pas de contrat signé au nom de Be Stronger. Non. On est d'accord. Ouais. C'est un groupement qui vous représente et c'est un peu, si je comprends bien, des réunions aussi de brainstorming entre vous tous les mois avec des sujets. On parlait de la problématique du RH. On est tous confrontés aujourd'hui, au burn-out, au certificat, à la stabilité, la recherche des talents, à comment valoriser son personnel, au bonus, au salaire, les limites légales, les changements de fiscalité. Tout ça, c'est compliqué. On n'a pas toujours un expert fiscal en interne. Oui, vous n'avez pas tous les mêmes équipes, donc fatalement, vous pouvez partager aussi ces ressources-là. Ouais, on discute beaucoup de tous ces sujets-là ensemble et ça aide à trouver des solutions. Tiens, ça me fait penser, on en a parlé, moi j'aime bien la communication, le marketing, le branding. Comment est-ce que tu gères ou est-ce que tu as déjà réfléchi à la coexistence des nombreuses marques finalement dans lesquelles tu es impliqué, soit à 100% en groupe d'app, mais tu as Be Stronger dont on vient de parler, il y a Dapp Solidarity qui est là maintenant. Je pense que tu mets aussi en avant des sous-secteurs d'activité, Dapp Patrimoine, tu en as parlé tout à l'heure. Il y a le nom des agences locales qui coexistent en prenant un peu ou beaucoup de place par rapport à Dapp sur les enseignes, sur la communication, etc. Est-ce que tu as déjà un peu réfléchi à cette coexistence des marques? Je me dis parfois que tu te dis que si tout était Dapp, point final serait plus simple, mais ça peut être aussi très riche de pouvoir multiplier les marques. Mais à un moment donné, il y a peut-être un peu d'effort de rationalisation. Je sais pas. J'ai pas de jugement. Je t'interpelle. C'est sûr que, pareil, on a eu des cours de marketing à Solvay, mais on prend pas en compte ce genre de difficultés du terrain. Quand il y a un partenariat, il y a aussi de marques, de logos, de sites internet, de process. Et donc, comment harmoniser tout ça? Donc, on a créé aujourd'hui une petite équipe marketing et de communication dans Dapp et même par extension dans Be Stronger avec des sous-traitants. Et donc, c'est comment ensemble mieux répondre à ce challenge. Alors, il y a 1000 opportunités, mais toi plus, ça prend du temps, de l'argent, et on change pas une marque du jour au lendemain. Donc, on peut la faire évoluer, mais ça prend beaucoup de temps. Et donc, c'est un challenge du quotidien de savoir qu'est-ce qu'on met en avant, qu'est-ce qu'on crée. Est-ce que c'est toujours au nom de Be Stronger ou de Dapp? Est-ce qu'il faut tout dupliquer tout le temps? C'est peut-être là que c'est le plus compliqué, ou en tout cas, c'est peut-être là qu'il y a le plus de questions à se poser, parce que Be Stronger doit exister seul, mais n'a pas la même audience, le même public cible que Dapp, parce que les assurés n'ont pas nécessairement besoin de connaître Be Stronger, a priori. Non, c'est plutôt les compagnies. Plutôt corporate et compagnie. Par contre, l'assuré, le client, lui, il doit avoir le logo Dapp imprimé, l'avoir vu et revu, et c'est ça la marque. Donc ça, je pense que le challenge, c'est réussi, et le fait de pousser Dapp Solidarity comme projet pas alternatif, s'il est quand même fort alternatif, mais enfin comme projet novateur à côté du projet de base d'un bureau d'assurance, c'est réussi. Ok, on a fait un fameux tour. Encore beaucoup de choses dont j'avais envie de parler avec toi, mais on pourra envisager de se revoir pour un autre épisode de la franchise en prime. J'ai encore 2-3 petites questions quand même à te poser. Maintenant que je connais un petit peu mieux la multitude de tes projets, ton parcours, etc. C'est quoi la journée type de Christophe de Gauquier? La journée type? Il y en a pas. Il y en a pas. Elles sont très différentes. C'est vrai que moi, j'ai un problème avec la routine. Et j'ai pas de process défini. J'ai un agenda, mais il se passe jamais comme prévu. Donc, t'as pas des blocs que tu t'imposes. J'ai toujours rêvé de le faire. J'ai jamais réussi, de dire, par exemple, tous les lundis de 10h à midi, c'est focus sur les dossiers. Le mardi après-midi, c'est que les réunions. On fait ça une semaine et demie, et puis ça. Voilà, j'écoute des conférenciers qui recommandent de se bloquer des plages pour faire certaines choses. J'essaie de le faire, mais la gestion d'une entreprise, c'est la résilience, c'est de la capacité d'adaptation, c'est pouvoir réagir, aux urgences et aux
aux opportunités et prendre du temps pour faire ce qu'il faut au bon moment. Et il y a des projets qui parfois sont relégués au 2e, 3e rang et qui se font jamais, malgré qu'on avait mis 10 plages dans l'agenda pour y arriver. Mais donc, la journée type, c'est me lever. Je suis pas très, très matinal. Okay. Parce que je suis un peu un couche-tard. T'es pas un adepte du Miracle Morning? Se lever à 5 heures tous les jours. Mais quand il y a une deadline, j'y arrive. Là, il faut la deadline. J'aime bien faire du sport le matin, ou voilà, être un peu posé, faire les dossiers de fond au calme. Tu fais quoi? Tu vas courir? Je vais courir, je fais un peu de yoga. Si j'ai vraiment l'énergie, je vais nager. J'ai fait beaucoup de natation quand j'étais plus jeune. Voilà, c'est... Du yoga, est-ce que tu médites aussi ou pas, non? J'ai du mal. J'ai déjà essayé une fois ou deux, je me suis endormi les 2 fois, mais il faut absolument que j'y arrive parce que je suis sûr que ça pourrait me faire du bien. Je suis convaincu des bienfaits, mais pour l'instant, voilà, il y a un côté plus terre à terre sport, la libération de l'esprit. Il va me falloir encore 2-3 voyages. Il faut que j'aille en Asie, au Népal pour comprendre mieux tout ça. J'essaierai d'aller avec toi ou alors tu me formeras et tu me raconteras. Mais donc voilà, le matin, je travaille 2 heures chez moi, j'évite les embouts. Je fais un peu de sport, j'essaie de prendre mon petit déj, voilà. Et puis j'arrive au bureau. Chez toi à Bruxelles, hein? Ouais. Vers 10h, et puis là, souvent il y a 2, 3, 4 meetings qui sont prévus la journée, soit au bureau, soit à l'extérieur, et j'essaye de ne pas faire que de la gestion, que du management, que du client. Voilà, c'est souvent il y a un rendez-vous d'équipe ou avec un client ou un collaborateur pour travailler certains dossiers, puis il y a un rendez-vous plus de coordination avec l'équipe marketing ou les managers, voilà. Et puis après il y a des rendez-vous à l'extérieur pour faire vivre tous ces partenariats. Voilà, que ce soit du côté Be-Stronger, du côté d'Absolidarity, du côté des InsurTech avec lesquels il faut faire avancer pas mal de projets. Et donc ça demande pas mal de réunions. Et donc en fonction des formats et de l'hybride, voilà. Et donc la journée passe vite. Puis il y a les gestionnaires qui eux sont au bureau et répondent pas mal de choses. Enfin au bureau depuis le Covid, on a libéré beaucoup de choses aussi. Donc il y en a qui travaillent plus en télétravail, plus à la maison, d'autres bureaux parce que c'est plus facile pour eux. Ouais, ça pose d'autant moins de problèmes dans un groupe qui s'est constitué avec plusieurs agences locales. Finalement, c'est peut-être même parfois pas plus mal qu'il y ait. Parce qu'au final, si tu as 1 ou 2 personnes en télétravail dans chaque agence, ça te fait un groupement de personnes qui sont plus attachées localement quelque part et qui se retrouvent dans l'écosystème. Je suppose que vous avez créé aussi au niveau de l'environnement informatique. Donc, c'est presque pas plus mal. Le Covid, évidemment, a aidé à tout ça. Mais si on m'avait posé la question avant le premier confinement de comment mettre 90 personnes comment coordonner 90 personnes avec du télétravail et 10 bureaux différents, j'aurais dit, mais c'est quoi ce casse-tête, on va pas y arriver. Et en fait, ça s'est fait très vite, naturellement, de par la culture d'entreprise où voilà, on n'est pas trop strict, on est une entreprise plutôt libérée, chacun vient un peu quand il veut, par quand il veut, tant que le bureau est ouvert aux heures d'ouverture et qu'ils répondent aux clients, qu'ils y répondent du bureau de chez eux ou même de l'étranger. Moi, voilà, une fois de plus, en dehors de mon boulot de l'app et de mon boulot d'entrepreneur, j'ai plein d'autres projets qui m'emmènent souvent au-delà des frontières, même européennes. Il faut quand même suivre les projets et le boulot. Et donc, j'ai appris à travailler à peu près n'importe où, avec n'importe quel décalage horaire. Si c'est valable pour moi, ça peut être valable pour un employé ou un collaborateur. Bien sûr. Et donc, si ça fonctionne, moi, j'ai pas de problème à ce qu'ils travaillent plus la nuit, les week-ends de Belgique ou d'un autre pays, c'est pas très grave. Mais il faut que ça soit en bonne coordination avec les clients, avec les collègues. Et donc, ça s'est fait. Il y a eu cette obligation de le faire à la maison pendant les confinements. Moi, j'ai saisi l'opportunité de le faire ailleurs qu'à la maison, en tout cas à Bruxelles. Donc, c'était gai pour moi. Enfin, gai. La période n'était pas gaie, mais je veux dire, l'expérience de pouvoir aller travailler confiné ailleurs. C'était pas une souffrance j'ai pas trop mal vécu. C'était interpellant politiquement, mais dans la gestion de l'entreprise et des projets, ça a permis de libérer beaucoup de choses et de se rendre compte que les limites qu'on se fixait du monde du travail et dont on discutait avec les anciens managers, parce que je crois qu'il y a quand même une culture où eux, pendant 40 ans, ils sont venus tous les jours, le premier au bureau, et c'est eux qui fermaient, quoi. Et c'était pas envisageable de donner une clé à tout le monde, de laisser les employés venir et partir quand ils voulaient, de gérer leurs agendas. Là, il y a une ancienne vision du manager qui a évolué extrêmement vite ces dernières années, et on constate les fruits. C'est en termes, on n'a pas de middle management chez DAP. Ok. Donc, il n'y a pas de managers qui sont là pour contrôler le travail et reporter à l'échelle du dessus, quoi. Tout le monde a un rôle actif dans l'entreprise et tout le monde se manage. Bon, là, évidemment, il y a un responsable de bureau, un responsable d'équipe ou de département, mais il est actif aussi. Il ne fait pas que du management. Bien sûr,
je ne juge pas les plus grosses structures si c'est encore indispensable dans certaines boîtes. Voilà, je dis je ne juge pas, mais c'est quand même les niveaux intermédiaires que on aura envie de faire sauter le plus vite, parce que avoir une fiche fonction qui est contrôler ce qui se passe en dessous pour le reporter au-dessus, c'est quand même, à mon avis, compliqué d'en faire quelque chose de positif. En tout cas, il y a des exemples qui prouvent qu'on peut s'en passer, et nous, on s'en passe bien, et du coup, c'est tout de l'argent et des ressources qu'on peut mettre ailleurs. Après, on peut pas changer, surtout des grosses boîtes, évidemment, du jour au lendemain, mais je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que la période de confinement, en tout cas, ou les périodes de confinement, n'ont pas eu que des effets négatifs, et ça a quand même éveillé certaines consciences, ouvert des esprits et ouvert de manière générale au changement. Ok, Christophe, je vais encore te demander simplement, dans le cas d'une question un peu plus ouverte, de sortir ta boule de cristal. Le groupe DAP dans 5 ans ou dans 10 ans, c'est quoi? Tu vois quoi comme groupe? Mais sa place en tant que courtier. C'est difficile parce que ça me paraît tellement long comme échelle. Alors le temps passe vite. Ça fait aujourd'hui plus de 5 ans que je suis dans DAP. Oui, j'allais dire, t'es pas là depuis 10 ans encore. Non, donc, il y a 10 ans, j'aurais dit jamais DAP. DAP n'existait presque pas. Il y a 5 ans, j'aurais dit juste comme consultant, et après, de toute façon, je serai plus là, donc ce sera plus mon problème. Maintenant, ça m'apparaît quand même compliqué. Je sais que tu ne te sens lié par rien, mais en fait, ça m'apparaît quand même compliqué de te dire que dans 5 ans, t'es plus là. Je ne vais pas lâcher le bébé. Non, j'ai un très beau levier pour réaliser plein de belles choses, et j'ai des collègues formidables. On a une super équipe. On a un boulevard sur le marché aujourd'hui. Voilà. Le travail commence à payer, et on a vraiment un chouette réseau et des chouettes partenaires pour faire des belles choses, et mieux répondre aux besoins du marché de nos clients. Donc, en innovant et en amenant ce côté un peu digital, innovant, solidaire. Donc voilà, c'est très gai. Donc oui, dans 5 ans, je pense qu'on sera plus. Difficile de dire combien, parce que voilà, on a fait beaucoup de rachats, les taux d'intérêt dépassent ceux qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on est plus limité, on a un taux d'endettement. Voilà. Donc voilà, la croissance, on verra ce qu'elle sera. On fera plus de croissance interne, peut-être plus de partenariats aussi, plutôt que des rachats et des fusions. Mais donc je pense qu'on sera dans plus de villes, en tout cas en Belgique, même à mon avis du côté néerlandophone aussi. Ah ouais, ok. Donc ouais, je vais reprendre quelques cours de flamand, parce que ça date un peu. Mais je pense qu'on va continuer à amener notre touche là où les gens sont prêts à y souscrire. Et je vois que même à oui, on m'invite. Donc on va continuer ça. Et puis il y a un besoin aussi de s'étendre. Pas de grandir pour grandir, mais il y a de plus en plus de boîtes qui font partie de groupements internationaux, et donc de répondre aussi à des besoins en assurance à l'international. Et donc je crois qu'on va se structurer un peu à ce niveau-là. En tout cas, c'est une vision qui m'excite un peu, de me dire que peut-être que demain il y aura un DAP France, un DAP Espagne, un DAP, on verra. Espagne, on voit que tu as envie d'utiliser ton espagnol plus que ton néerlandais, manifestement. Les racines de la culture font que, voilà, mine de rien, enfin, tu veux dire, j'ai eu des cours de flamand depuis que je suis tout petit, mais ça passe moins bien que l'espagnol. C'est pas la même passion. Bon. Non. Quel beau projet, quel beau planning, quelle belle perspective. Je suis convaincu, après t'avoir écouté attentivement, là, ici, pendant presque 1h30, que cette façon différente d'approcher plus ou moins tout, le métier, la vie, les relations professionnelles, les relations avec la clientèle, je pense qu'il y aura toujours quelque part une place pour cette vision, que ce soit ailleurs géographiquement ou avec des nouvelles personnes. Donc c'est en tout cas tout ce que je te souhaite. Si quelqu'un qui a écouté cet épisode veut te contacter parce que il imagine bien son bureau d'assurance dans le groupe DAP, parce que il s'occupe d'une SBL qui pourrait imaginer s'inscrire dans DAP Solidarity, ou simplement pour te rencontrer, LinkedIn, mail, autre chose, qu'est-ce que tu suggères? LinkedIn, c'est facile. LinkedIn, après, je suis pas le plus assidu au quotidien sur LinkedIn, mais c'est, voilà, on me retrouvera là facilement. Il y a des infos qui circulent pas mal là-dessus. Sinon, mon mail ou même les mails DAP, hein, c'est vite renvoyé. Voilà. Ok, super. Sur le site internet. On mettra autant le lien vers ton profil LinkedIn que ton adresse email alors dans la description de l'épisode.
Merci Christophe, c'était vraiment un chouette moment, très enrichissant. J'espère que pour vous aussi qui nous avez écoutés, si vous êtes toujours là, c'est que vous avez apprécié. Et donc voilà, la franchise en prime, c'est un projet qui est encore jeune. Donc si vous avez aimé, ce qui me ferait plaisir, c'est que vous vous abonniez, que vous laissiez peut-être un commentaire et peut-être même 5 étoiles, surtout si vous l'écoutez sur Apple Podcast, parce que ça peut vraiment bien nous aider. Donc voilà, un grand merci de nous avoir écoutés. Merci à toi, Jean. Merci à tout le monde. Merci, Christophe. Allez.